Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on aborde ensemble des sujets qui vous concernent et qui concernent l'actualité de notre région. Notre dossier du jour est consacré aux Journées européennes du patrimoine pour la 42e édition de cette grande célébration de notre patrimoine ce week-end. À Paris, en Ile-de-France, vous le savez, nous sommes particulièrement bien dotés et donc chanceux en la matière, avec une multitude de lieux qui ouvrent exceptionnellement leurs portes aux visiteurs. Nous en avons découvert quelques-uns pour vous en avant-première, les Beaux-Arts, le ministère de l'économie et la Cité du cinéma. Mais vous verrez que le champ des possibles est immense et on essaye de vous en dresser un programme non exhaustif dans une minute. De la gastronomie comme tous les jeudis avec Laurence Saloche qui elle aussi nous ouvre de nouvelles portes. Elles sont culinaires celles-ci, des gastronomies méconnues, cuisine égyptienne, spécialité des Dolomites. Vous allez voir, on peut voyager, votre palais peut voyager sans quitter Paris une seule seconde. Ça sera en fin d'émission. La grande célébration du patrimoine. Tous les ans, les visiteurs sont nombreux à se presser devant les grilles de lieux habituellement fermés au public ou pour découvrir de nouvelles expériences dans ces lieux. Ce week-end, samedi et dimanche, l'Île-de-France fait honneur à la tradition des JEP et propose une programmation très riche qu'on va essayer de vous faire découvrir en plateau et en reportage. Catherine Tig-Sokol, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes déléguée régionale Île-de-France à la Fondation du patrimoine. On va pouvoir, avec vous, vous serez notre invité fil rouge, découvrir finalement ce qui nous attend pour ces journées du patrimoine qui commencent donc samedi. Quel est l'objectif finalement affiché ? L'objectif, c'est de faire découvrir la réalité du patrimoine au public, à tous les publics. Et nous, côté Fondation du patrimoine, c'est une occasion unique de présenter des projets à différents états d'avancement, d'engagement, de réussite, de succès. Donc c'est une période très très importante pour nous. Est-ce qu'il y a des lieux que vous êtes particulièrement fiers de pouvoir mettre en avant cette année en Île-de-France ? Ah oui, je pense qu'il y a particulièrement peut-être deux événements cette année qui sont d'une part le Nymphée de Chatou, qui est une rocaille. C'est dans les Yvelines, c'est ça ? Oui, c'est ça, dans les Yvelines. C'est une rocaille, un jardin de rocaille, qui était un propriétaire privé il y a encore quelques années, racheté par la ville, qui est en train de le restaurer. Et ce Nymphée a eu un architecte extrêmement illustre, puisque c'est Soufflot, dont on connaît le Panthéon à Paris, l'Hôtel-Dieu à Lyon. Et il va être restauré, réhabilité. Et là, il est ouvert à un public pour la première fois et on va pouvoir leur remettre le chèque qu'ils ont gagné dans le cadre de la mission patrimoine animée par Stéphane Bern. Et donc samedi, je pense que ce sera un grand moment pour Chatou. Vous l'avez dit, l'objectif, c'est de mettre un coup de projecteur sur des lieux pour certains qui font partie du patrimoine vivant ou pour certains qui, justement, avaient besoin aussi d'un petit coup de pouce. Ça peut être des restaurations, des rénovations, ça peut être une réouverture au public, une réappropriation aussi de certains lieux. Absolument. Et Chatou, c'est intéressant parce que c'était un lieu privé qui avait son intérêt patrimonial intrinsèque, racheté par une ville, restauré, réinstallé dans un parcours ouvert au public, il est valorisé. C'est le terme qu'on aime bien à la Fondation. Et vous me parliez de deux événements, peut-être. Le deuxième événement, c'est un concert qui va avoir lieu à la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise, qui est une église magnifique, très originale, avec tout un tas d'histoires. Et là, il y a un concert gratuit, ouvert au public, il y a encore des places. Pour samedi soir, c'est ça ? Pour samedi soir à 20h30 à Pontoise. Et je pense qu'il y aura tous les représentants régionaux, politiques, institutionnels. Cette cathédrale a la particularité d'appartenir à la ville de Pontoise. Et restaurer cette cathédrale qui, elle, a son usage, bien sûr, puisqu'elle est toujours une église, c'est aussi la rapprocher encore plus de son environnement. De notre côté, on a commencé notre visite en poussant la porte du 14 rue Bonaparte dans le 6e arrondissement pour découvrir un lieu absolument magique et les trésors qui s'y cachent. Je pense bien sûr à l'école des Beaux-Arts. Je vous propose de découvrir ce reportage avec les images de Pierre-Henri Frotté. Nous sommes dans la chapelle des Beaux-Arts de Paris. Un lieu chargé d'histoire. En fait, c'est le plus ancien bâtiment de l'école des Beaux-Arts, puisqu'en fait l'école s'est installée à partir de 1816 dans un bâtiment qui était l'ancien couvent des Petits Augustins, construit par la reine Marguerite de Valois.
la célèbre reine Margot, première épouse d'Henri IV, qui était très pieuse et décide de créer à cet endroit un couvent dédié aux petits Augustins. Elle va construire une petite chapelle que nous allons voir au fond, qui est un bâtiment extraordinaire avec des proportions tout à fait harmonieuses. Mais quand elle meurt en 1615, elle n'a plus d'argent pour la suite de la construction du couvent. C'est tant et si bien qu'en fait cette église, puisque nous nous trouvons en fait ici dans l'église du couvent des petits Augustins. Cette église n'est construite qu'en 1620, grâce notamment au soutien de la reine Marie de Médicis et puis à la générosité des Parisiens. Ensuite, ce couvent des petits Augustins, qui est un des plus grands couvents de Paris, est nationalisé pendant la Révolution française et il devient un dépôt où les révolutionnaires rassemblent les biens qui proviennent des églises de Paris, de la couronne ainsi que des aristocrates exilés. Et ce dépôt devient en 1795 un musée. Et en fait, ici, ce n'est plus une église, c'est la salle d'introduction d'un musée. Et de nouveau, bouleversement, en 1816, ce musée ferme puisqu'il était fondé sur des idées révolutionnaires et ce lieu est dédié à l'école des Beaux-Arts. Donc il y a des étudiants qui viennent dans ce lieu, qui ont des cours dans cet espace incroyable dans lequel on est. On peut quand même souligner la perspective absolument incroyable. Quand on rentre, il y avait une émotion particulière. On imagine ces étudiants ici travailler, apprendre. Tout à fait, parce qu'ensuite, l'architecte en charge de l'aménagement de l'école va décider d'en faire un lieu pour nourrir la créativité artistique des jeunes artistes et il va dédier ce lieu à l'art du Moyen-Âge et de la Renaissance. À une époque où on pensait qu'il fallait absolument se nourrir de la richesse du passé pour pouvoir créer et se créer une individualité artistique. Donc en fait, il y a des commandes extraordinaires qui sont faites dans les années 1830 et la plus monumentale, c'est celle de la copie du Jugement dernier d'après Michel-Ange, qui est réalisée en 3 ans par un peintre qui s'appelle Xavier Sigalon et qui devient une référence pour les jeunes artistes. Cette toile monumentale, pour vous donner une idée de sa dimension, elle fait 130 mètres carrés, un joli appartement parisien. Vous avez raison de le souligner, c'est une excellente comparaison. Et donc, jetons un coup d'œil dans cette chapelle des louanges, en fait, qui est donc c'est incroyable. Voilà, la première partie du bâtiment du couvent, donc 1608, magnifique proportion, vous voyez sur un plan hexagonal, centré. Ce lieu qui est voilà, le lieu le plus harmonieux en termes architecturaux, est dédié à l'œuvre de Michel-Ange depuis les années 1840, quasiment à la même époque que la copie du Jugement dernier. L'État commande des copies des œuvres sculptées de Michel-Ange. Donc nous avons bien sûr les tombeaux des Médicis, le Moïse, la Pietà du Vatican, et puis derrière, une œuvre qui n'est pas de Michel-Ange, mais qui est due à un grand maître italien, la Porte du Paradis de Ghiberti. C'est incroyable dans cet espace, dans cette chapelle qui est à taille humaine, de découvrir autant de beauté. Il y a une émotion quand même toute particulière, tout est absolument magnifique et le travail ici est incroyable. En fait, c'est une émotion extraordinaire qui permet en quelque sorte aux artistes de voyager à travers l'espace et le temps, puisqu'en fait ici on peut voir en un seul coup d'œil et en 3 dimensions un Michel-Ange qui se trouve à la fois à Florence, à Rome, à Londres ou à Bruges, puisque ici c'est la Madone de Bruges. Donc c'est vraiment un lieu qui pour moi aussi résonne, enfin c'est presque le web du 19e siècle. C'est génial. On ressort par cette petite porte, qui n'est pas si petite, hein, c'est parce qu'on est dans une échelle quand même toute particulière quand on est dans cet endroit magnifique. Ici, c'est l'Italie à Paris. C'est l'Italie à Paris, c'est joliment dit. Donc, en fait, nous nous trouvons grosso modo sur les fondations du cloître, du couvent des petits Augustins. Et l'architecte qui aménage le couvent et le transforme en école décide finalement de conserver cette idée de lieu de spiritualité et de réflexion et il le reconstruit comme un lieu de déambulation, comme à l'instar d'un cloître. Simplement, il va lui donner une identité particulière avec cet ornement de style pompéien. C'est l'Italie à Paris, vous nous disiez. C'est l'Italie à Paris.
Et puis il va ponctuer également, vous voyez, les arcades et les murs de référence à l'Antiquité gréco-romaine. Entre les arcades, vous avez des copies d'œuvres antiques qui ont été réalisées par les meilleurs élèves de l'école. En fait, c'est des copies en marbre qui sont faites par les lauréats du prix de Rome. Le prix de Rome, vous savez, c'est le prix qui, jusqu'en 1968, était considéré comme le prix le plus prestigieux que pouvaient recevoir les étudiants. Et ensuite, ils étaient admis à la Villa Médicis, l'Académie de France à Rome, et ils avaient un sujet imposé qui était de réaliser une copie. Et ces copies, ensuite, se revenaient enrichir les collections de l'école pour servir de référence et de modèle aux étudiants qui venaient à leur suite. C'est magnifique comme cycle, comme histoire. C'est un cycle de généalogie. En fait, toute l'école est fondée comme ça, sur cette idée d'enrichissement, comme une forme de terreau artistique. Et donc les nouveaux étudiants peuvent bénéficier de la beauté de ce qu'ont fait les anciens, s'en inspirer et peut-être un jour devenir eux-mêmes de grands artistes. Et encore aujourd'hui, il y a des diplômes qui s'organisent dans ce lieu. Alors évidemment, complètement réinventé avec le regard contemporain, mais c'est évidemment un lieu qui fait toujours rêver et qui a une est fait pour se balader. Qui est fait pour déambuler. Chaque artiste doit se former en prenant, au fur et à mesure de ce qu'il trouve dans l'école, de quoi former sa propre personnalité. Et donc ici, on y pénètre par un détour qui finalement symbolise tous les détours qu'il a fallu pour suivre pour devenir artiste. Et quand on pénètre dans ce lieu qui a été conçu au départ pour être un lieu de remise des prix. Les prix des concours, puisque l'enseignement de l'école est fondé depuis l'Académie royale de peinture et de sculpture sur les concours qui permettent l'émulation. Et ici, vous avez vraiment la synthèse de ce que souhaite être l'école lorsque le bâtiment ouvre. Donc à la fois un lieu qui permette de donner à l'école française toute sa réputation, puisque vous voyez en haut, le cartel central, c'est vraiment former l'école française. Donc, au centre de cette peinture, le génie des arts, donc, qui couronne les meilleurs jeunes artistes de l'année. Et tout autour, vous avez plus de 70 artistes du passé qui sont là pour créer un dialogue avec les jeunes artistes qui viennent d'être récompensés. Et vous avez des figures comme Michel-Ange, donc le vieux monsieur avec sa barbe et son bonnet rouge. Vous avez Léonard de Vinci, Nicolas Poussin. Vous avez de l'autre côté le beau Rubens. Et toute cette peinture, en fait, elle crée une forme de dialogue qui est encore conjuguée au présent. Et derrière nous, un autre tableau magnifique, un tableau d'Ingres. Un tableau d'Ingres, alors qui a une histoire étonnante. En fait, c'est une peinture commandée par Napoléon Ier pour décorer le palais du Quirinal à Rome. À la chute de l'Empire, le tableau reste dans les collections du pape. Et lorsqu'en 1864, l'école organise en mémoire d'Ingres une exposition, le pape décide d'offrir cette œuvre à l'école, toujours pour contribuer à la création contemporaine. C'est un endroit absolument incroyable et on imagine l'émotion que ça peut représenter. Et ce lieu, en fait, vit toujours comme un lieu de remise des prix. C'est ici qu'ont lieu la cérémonie des diplômes, ainsi que la cérémonie de récompense des prix que l'école peut offrir, puisque l'école offre toujours des prix, non plus sous la forme de concours, mais de manière différente. Et puis c'est un lieu qui vit aussi avec des conférences, des colloques. C'est un lieu où on accueille nos professeurs étrangers. Vous savez que c'est un peu la bibliothèque de mes rêves. Hein. C'est un lieu absolument magnifique. C'est un lieu incroyable qui respire le calme, qui donne un sentiment de paix et qui finalement donne une idée de ce qu'est du rôle de la création artistique qui, finalement, nous aide chacun à faire face aux difficultés du monde et à ses beautés également. Donc cette bibliothèque, comme vous le voyez, des livres partout. Elle a toujours été imaginée de
de cette manière-là. Et puis au-dessus des rayonnages, vous avez plus d'une quinzaine de morceaux de réception. Donc ça, c'est vraiment l'héritage de l'Académie royale de peinture et de sculpture, puisque les morceaux de réception, ce sont les œuvres, que ce soit des peintures, des sculptures ou même des gravures, qui étaient demandées aux artistes qui désiraient être admis au sein de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Donc et ce sont des cadeaux des artistes? C'était même plus que ça, c'était des commandes. L'Académie choisissait le sujet. D'accord. Ils devaient présenter une esquisse. Ah oui. Et ensuite, l'Académie leur demandait de réaliser l'œuvre et conserver cela dans ses collections, de manière en quelque sorte à avoir une théorie visuelle de l'art qu'ils souhaitaient défendre, puisque l'Académie royale de peinture et de sculpture, c'est au départ une assemblée libre d'artistes qui va demander la protection du roi pour défendre une certaine idée de ce qu'est l'art. Bien sûr. Et on voit évidemment toutes ces collections et aussi ces classeurs finalement qui viennent présenter les dernières productions des professeurs. Voilà, ces classeurs-là sont dédiés à nos enseignants, de façon à ce que, là aussi, à ouvrir les jeunes artistes à la création la plus contemporaine. Et on n'arrête pas de pousser des portes grâce à vous, et derrière, il n'y a que des trésors. Et que des découvertes incroyables. Merci beaucoup en tout cas. Ces étudiants qui ont la chance d'étudier, de découvrir finalement ce qui sera leur métier dans un cadre comme celui qu'on vient de découvrir, un cadre magnifique. Justement, en parlant des jeunes, ces journées européennes du patrimoine sont l'occasion de construire des programmes pour les enfants du patrimoine. Dites-nous-en un mot, parce que c'est important aussi d'embarquer les jeunes publics. Absolument, c'est très important de sensibiliser les enfants et ensuite d'associer les jeunes au fur et à mesure des étapes de la vie. Alors, pour les enfants, on commence à s'associer à un programme qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est piloté par les CAUE. Alors c'est un acronyme, c'est un organisme public dont la mission est d'aider au développement de la culture, du patrimoine, etc., avec un lien entre le grand public et les collectivités. Donc les CAUE organisent les enfants du patrimoine, qui est très concrètement, ce sont des enfants de classe primaire ou collège éventuellement, qui vont visiter des lieux emblématiques. Et nous, on a commencé l'année dernière, on continue un petit peu cette année, on voudrait le développer. Il y a 3 manifestations dans les Yvelines. Donc on associe pour des classes une visite et puis quelque chose d'un petit peu plus ludique. Une activité finalement. Une activité, alors une chasse au trésor, une visite un peu particulière et puis une occasion de débat avec ces enfants. Et c'est extrêmement riche. Donc on est très content d'être associés aux enfants du patrimoine. Et c'est des jeunes qui demain seront peut-être bénévoles, par exemple. Je sais que vous avez de nombreux jeunes qui vous ont rejoints. Exactement, parce que là c'est un nouvel objectif de la Fondation, c'est d'élargir en fait son panel de bénévoles aux jeunes. Les jeunes, ils font encore des études, ou ils sont dans leur premier boulot, ils sont éventuellement jeunes parents, un petit peu après, donc ils sont très occupés. Par contre, ils ont quand même un intérêt pour le patrimoine et envie de s'associer à des actions concrètes. Donc on a commencé, nous, l'Île-de-France, un partenariat avec une association d'étudiants de la Sorbonne qui s'appelle Monumental, et on leur a demandé d'illustrer en communication des projets qu'on avait. Par exemple, le musée de la vie romantique, des projets en cours assez porteurs. Et ils nous ont fait des choses formidables. Ils nous ont fait un magazine, ils nous ont fait un podcast, ils nous ont fait une petite vidéo, etc. Ils avaient travaillé sur les vitraux, enfin, ils avaient plein d'idées originales. Et donc, on poursuit avec les jeunes de Monumental, mais on a ouvert, il y a un recrutement de bénévoles jeunes qui est ouvert au niveau national pour la Fondation. Et donc nous, là, on va avoir un peu plus d'une vingtaine de jeunes qui vont venir pour les Journées du patrimoine. Et on leur demande, en fait, de faire de la médiation, comme on dit dans le monde de la culture, c'est-à-dire de rencontrer le public, voilà, accueillir les publics, parler. Ils ont une petite formation, un beau t-shirt rouge. Et c'est une expérience extrêmement intéressante et on a encore des candidatures de jeunes bénévoles qui arrivent. Ça montre que le patrimoine continue d'intéresser et intéresse aussi ces jeunes publics, ces étudiants qui ont envie de s'investir dans ces œuvres qui touchent évidemment à l'art, au patrimoine, à la culture, puisque c'est vrai que c'est un milieu aussi qui est très riche et on le voit à l'occasion de la richesse de ce qui est proposé pendant les journées du patrimoine. Absolument. Et donc ces jeunes, on avait été frappés quand il y a eu un jury pour Monumental, et je faisais partie de ce jury, et de voir à quel point, je dirais, ils parlaient avec même s'ils n'étaient pas des experts du patrimoine et qu'ils avaient une petite vingtaine d'années, même pas, ils parlaient
avec la même passion et le même intérêt des enjeux du patrimoine. Les enjeux de mémoire, les enjeux de valorisation, les enjeux de mix entre le passé et l'avenir. Ils seront les défenseurs du patrimoine demain. C'est ça qu'on espère, préparer des continuités en fait. Les journées du patrimoine, c'est aussi l'occasion de redécouvrir des monuments qui sont parmi les grands classiques finalement de ce qu'on peut attendre. On pense bien sûr aux grands musées parisiens. C'est vrai aussi pour certaines institutions politiques et publiques. Nous nous sommes rendus dans les arcanes du pouvoir, à Bercy, au ministère de l'économie. C'est de rigueur. Timothée Delem et Camille Jaïr ont eu droit à une visite privée en avant-première. Ils sont même entrés dans le bureau du ministre de l'Industrie. Je vous laisse découvrir ça. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir. Je vous en prie. Alors c'est donc ici Bercy, on parle de ville dans la ville, je crois que le terme est approprié. Oui, exactement, c'est un immense bâtiment qui a été construit sur 5 hectares dans l'Est parisien. Voilà, donc là on est dans l'allée Jean Monnet, qui est l'allée de déambulation principale du ministère. Et qui donne en fait sur les 5 bâtiments exactement, qui composent qui dessert les bâtiments Bercy. Derrière, devant et sur les côtés. Alors je vous en prie, on va visiter ensemble parce que c'est ici que va débuter la visite. Exactement, c'est là qu'on va accueillir nos visiteurs. Et voilà, la première étape se passe dans le hall Colbert, du bâtiment Colbert, qui s'appelle désormais hall Bérégovoy. Donc le fameux hall Bérégovoy. Exactement. En hommage à l'ancien ministre de Exactement, l'économie. c'est le hall Colbert qui a pris également le nom de Pierre Bérégovoy à son décès. Donc c'est un espace hybride. Il y a des bureaux de passage, des espaces de travail, des espaces lounge pour se poser, pour faire des petites réunions informelles. Mais c'est aussi un espace événementiel, notamment c'est le rendez-vous des Journées du patrimoine entre les agents et les visiteurs. C'est-à-dire que traditionnellement, nous, c'est la 42e édition, donc le ministère de l'économie a participé à toutes les éditions des Journées du patrimoine et énormément de directions de Bercy y participent également. Je vois qu'il y a une maquette ici. Exactement. Ça peut peut-être nous aider à nous y retrouver un peu. Parce que je vous montre le parcours des Journées du patrimoine. Vraiment considérable. Où est-ce qu'on est nous alors? Alors là, nous on est dans le bâtiment Colbert, c'est le bâtiment emblématique de Bercy avec son hélicistation et la pile en scène. Donc celui que l'on voit depuis la Seine. Exactement, le seul bâtiment de Paris qui a les pieds dans l'eau. Et voilà, donc là vous êtes rentré par ici. Il y a 2 octrois du XVIIe siècle de chaque côté. Vous déambulez dans le hall Colbert où les agents vont à la rencontre des visiteurs. Là, vous devinez la cour d'honneur par laquelle vous visiterez le centre de conférence, l'hôtel des ministres et vous ressortez par l'allée Jean Monnet. L'hôtel des ministres, on va aller visiter le bureau du de ministre de Marc l'Industrie. Oui, tout à fait, du ministre de l'Industrie. Le bureau donc, du ministre de l'Industrie. Voilà, ici c'est le bureau du ministre de l'Industrie. Il faut savoir que donc, dans le cube ministériel, nous avons 4 bureaux historiques, on va dire. Aujourd'hui, on a 6 bureaux en tout, puisqu'on a 2 cabinets en plus. Mais dans le cube, tel qu'il a été conçu en 1989, il y avait 4 bureaux. Donc ça, c'est un des 4 grands bureaux ministres. Il faut savoir que le bureau ministre, enfin l'aménagement de ces bureaux a fait l'objet d'un concours international en 1986 pour ces aménagements. Ce concours a été remporté par 2 grands designers, 2 grands noms du design français de la fin du XXe siècle, qui sont Isabelle Hébé et André Poutman. Alors qu'est-ce qu'ils ont créé justement dans ce bureau? Alors justement, ici, il reste historique d'André Poutman, le bureau meuble, et sa console de retour qui est à côté et qui conserve encore, parce qu'à l'époque c'est évidemment moderne, il y a encore les commandes électriques pour allumer les lumières, à l'époque monter ou descendre les stores. Voilà, ça c'est ce qui reste de l'aménagement d'origine dans ce bureau. Et puis il y a un minimum de confort aussi, j'imagine, parce qu'il doit y passer du temps ici, le ministre. Bien sûr, tout à fait, oui, vous voyez bien, c'est un bureau qui est confortable, mais qui est surtout un bureau de travail, puisque nous avons 7 grandes tables de réunion, ce petit coin salon qui permet des réunions en plus petits comités. Ici, tout est meublé, ou quasiment, par le mobilier national. Il faut savoir que le mobilier national, est le fournisseur, entre guillemets, des administrations en France pour prêter du mobilier de prestige pour ce genre de bureau. Ce mobilier-là, il a été choisi par Marc Ferracci lui-même. Le ministre, quand il est nommé, quand il arrive, il choisit son bureau va être meublé? Il peut choisir son mobilier. En l'occurrence, M. Ferracci a conservé le mobilier qui était déjà là de son prédécesseur. Je vois qu'il y a pas mal de portes là, dans ce bureau. C'est quoi? C'est des caches secrètes?
Est-ce qu'il a accès, le ministre? Alors le ministre, bon, d'abord vous arrivez par ce qu'on appelle l'antichambre, oui. Et puis donc ça donne accès directement à son directeur de cabinet et une autre porte qui donne accès à son secrétariat particulier. Donc il est en lien en permanence, j'imagine, avec ses bien sûr avec ses équipes. Il a son cabinet cabinet tout autour de lui. De toute façon, il est en lien direct, bien sûr, avec ses équipes. Alors suite du parcours des visiteurs, c'est la cour d'honneur maintenant, c'est ça? C'est la cour d'honneur et Robert Schuman, et on va passer par la rotonde des portraits avec les portraits des anciens ministres. La fameuse galerie des portraits. Exactement, donc là nous revenons dans le hall de l'Hôtel des Ministres, vous avez tous les portraits des ministres de la Ve République, dont d'anciens présidents, Emmanuel Macron, Jacques Chirac, jeune ici. Ah oui, donc il a bien changé. Voilà. Et effectivement, avec un certain Emmanuel Macron, 2014-2016. Exactement. Ici, ce sont les ministres de l'économie uniquement. Ouais, de la Ve République. Économie, finance, industrie, tous les portefeuilles de Bercy. Donc ça, c'est ce que les visiteurs verront également pendant la visite. Exactement. Voilà, quand ils redescendent de l'Hôtel des Ministres, on passe par cette rotonde et on ressort dans la cour d'honneur directement. Où est-ce que vous nous amenez? Alors maintenant, c'est la cour d'honneur. Exactement. C'est ça. Ouais. Donc là, nous sommes dans la cour d'honneur, au pied de l'Hôtel des Ministres dont nous sortons à l'instant. On a le centre de conférence qui est juste en face. Oui. Voilà. En termes de protocole, vous avez le pavoisement par défaut qui est France-Europe dans tous les ministères. Et lorsque un ministre reçoit son homologue d'une autre nationalité, c'est le drapeau européen qui tombe et qui laisse place au drapeau du visiteur du ministre. Et oui, parce que c'est ici même que le ministre de l'économie reçoit ses homologues. Exactement, il peut le recevoir. Là, il y a des salons de réception également dans l'hôtel des ministres et des salles de conférence qui sont plus spacieuses dans le centre de conférence. Il y en a deux. On a vu le ministre de l'économie, Eric Lombard, passer tout à l'heure. C'est vraiment ici qu'il passe tous les jours. Ah, tout à fait, oui. Dites-nous un mot de cette arche également, qui est assez connue. On va se décaler un tout petit peu, si vous voulez bien. Là, vous êtes sur la porte protocolaire du ministère de l'économie qu'on appelle porte d'honneur ou porte de bronze. Donc là, c'est un espace qui ne sert qu'aux chefs d'État et de gouvernement. Donc c'est tout un protocole. La particularité de Bercy, le ministère de l'économie, la douane est une direction de Bercy, donc c'est un ministère qui est surveillé par des douaniers. Donc il y a tout un protocole lors de la venue de chefs d'État et de gouvernement où les douaniers en armes font une haie d'honneur. On ouvre cette porte monumentale, je crois qu'elle fait 50 tonnes. Il faudrait vérifier mes chiffres, mais c'est vraiment... Porte en bronze, c'est ça? C'est une porte en bronze, exactement. C'est un château fort en fait ici. Ça c'est un pont-levis. Tout à l'heure à la maquette. Voilà, c'est inspiration de pont-levis. C'est amusant cet univers un peu de château fort là. On est presque plongé au Moyen-Âge ici à Bercy. Il y a plus. Paradoxal. Il y a près de 140 cabinets d'architectes qui ont répondu à l'appel d'offres lors de la construction de ce bâtiment-là. Donc là on est en 1980. L'appel d'offres, ça doit être 84. 89, c'est quand on s'est installé, quand les agences sont installées à Bercy avec Pierre Bérégovoy, qui était le Premier ministre de l'économie. Et ce qui a plu dans le projet des architectes qui ont remporté le projet, c'est notamment, il y a plein de choses, il y a notamment l'évocation passé-présent. Vous êtes rentré par les octrois du XVIIIe siècle, il y en a un de chaque côté qu'on voit de l'extérieur. Vous avez cette porte d'honneur dont on parlait qui ressemble à un pont-levis. Vous avez les douves également à l'extérieur que les gens connaissent parce que c'est une partie de Bercy que tout le monde peut voir depuis la ligne 6 du métro. C'est le meilleur point de vue pour voir les douves avec des œuvres d'art également à l'intérieur. Voilà, il y a beaucoup d'évocations au passé et au présent. Et c'est une belle métaphore de la citadelle de Bercy. Ici, c'est un peu la citadelle de la finance. De ville dans la ville, mais voilà, le côté citadelle, c'est plutôt un ministère ouvert, notamment Journée Patrimoine, on y participe depuis la première édition. Il y a beaucoup d'événements grand public à Bercy, donc c'est pas spécial, c'est pas réellement une citadelle très ouverte. Et on a ici plus de 5000 personnes qui travaillent. 6000 agents qui travaillent à Bercy. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Les lieux de pouvoir ont toujours beaucoup de succès. On sait à quel point l'Élysée a un succès phénoménal à toutes les journées européennes du patrimoine. C'est vrai aussi pour le Sénat, pour l'Assemblée nationale, qui sont quand même dans le très haut de la liste des visites préférées des Parisiens, des Franciliens et des touristes. Il y a plein de lieux à découvrir et puis des lieux qu'on n'imagine pas. Je pense par exemple à l'Institut Pasteur à Paris. Ça sera bientôt le Pasteurdon. C'est autour du 10 octobre, 10-12 octobre, si je ne dis pas de bêtises. C'est une manière de redécouvrir aussi des institutions et derrière des métiers, évidemment. Absolument, et d'ailleurs nous avons aussi un projet en cours avec Pasteur. Il y a un programme assez ambitieux de travaux pour l'Institut Pasteur. Alors tout le monde connaît l'histoire de Pasteur, les scientifiques, etc. Il y a un attachement important à ce bâtiment. Et donc là, on aura un stand à l'Institut Pasteur ce week-end parce qu'on commence à lancer une collecte pour restaurer au début des appartements, etc. Mais derrière cette première étape, il y a des ambitions de restauration de Pasteur et on est très fiers à la Fondation d'être associé à des grandes maisons comme Pasteur.
Oui, qui soutiennent la recherche évidemment. Absolument. En plus et qui ont cette vocation sociale et sociétale extrêmement importante. Et l'attractivité pour les jeunes sur les métiers scientifiques. Moi, ça m'intéresse particulièrement et les pour femmes, les jeunes notamment, femmes. Bien voilà. sûr. Donc, on avait eu l'occasion d'en parler. Et donc, franchement, c'est des lieux qui incarnent exactement l'histoire et l'avenir. Donc, il faut les soutenir. Vous avez raison de le rappeler. Un mot peut-être aussi de ce loto du patrimoine qui est très important puisqu'il contribue à financer la pérennité de notre patrimoine. On sait que ça a souvent beaucoup de succès. On en est où cette année ? Alors, cette année, on est vraiment en plein milieu du loto du patrimoine et presque à la fin. D'ailleurs, j'incite tout le monde à acheter des tickets de grattage. Au grattage, on peut gagner jusqu'à 1,5 million d'euros. Et rien. Demain, non, c'est pas rien, c'est très significatif. Et la part État est reversée en fait à la Fondation pour soutenir des projets patrimoniaux dans toutes leurs dimensions. C'est l'occasion de faire une bonne action. C'est une bonne action et pourquoi pas de gagner quelque chose. C'est dans les limites du raisonnable, gagnant, aussi, gagnant. Amusant et gagnant-gagnant. Et on peut demain, vendredi 19 septembre, on peut demain jouer aussi au loto classique. Et là, il y a 13 millions d'euros en jeu. Donc c'est extrêmement intéressant. Et nous, après, ça nous permet vraiment de récupérer des sommes significatives. L'ordre de grandeur en 2024, c'était 25 millions d'euros. Sur 100 millions d'euros à peu près, que la Fondation du patrimoine. Donc c'est un moment crucial de la Fondation pour vous du patrimoine, absolument. Évidemment, mais aussi du financement au global de notre patrimoine. Exactement, et là il y a 8 projets, on n'a pas le temps de parler de tout, mais un par département qui ont été choisis. Suivant le montant de ce qui aura été joué, il y aura plus d'argent pour les projets. Donc plus il y a des gens qui jouent, plus l'argent engagé est important et plus il y aura d'argent sur tous les projets que les gens connaissent. On peut en donner un exemple peut-être dans un département Alors attendez, donnez-moi 2 secondes. Prenez votre temps. Oui, un projet formidable qui est en Seine-et-Marne. Oui. Qui s'appelle la Rotonde de Longueville. D'accord. C'est une rotonde ferroviaire, c'est l'endroit où arrivaient les trains et les locomotives. Ils pouvaient être entreposés dans des bâtiments qui étaient en forme de rotonde, comme ça, avec plusieurs bâtiments, un peu en demi-cercle. Et puis des arrivées de voies ferrées. Et donc à Longueville, en Seine-et-Marne, il y a déjà cette rotonde ferroviaire qui fait partie des projets importants qui ont été choisis et qui seront subventionnés, soutenus en fonction de ce que le loto va récolter, notamment, pas que, mais notamment. Et donc là, l'idée, c'est de finir de restaurer ces bâtiments. Ça a déjà été un peu un musée, mais on va l'améliorer, donc c'est vraiment pour le public. Il y a également, j'allais dire dans la cour, mais c'est un grand espace, parce que j'y suis allée, c'est hyper intéressant, une centaine d'anciens wagons et de locomotives. L'idée serait aussi, dans une deuxième étape, d'en restaurer au moins quelques-uns, peut-être de faire rouler un train, et donc d'avoir un challenge touristique et bien patrimonial, sûr. Là aussi pour éduquer, montrer et faire plaisir. Ce qui est génial, c'est que vous nous parlez d'un lieu insolite. Nous aussi, on a découvert un lieu insolite, des expériences de visite différentes. C'est aussi ça qui attire les publics pendant les Journées européennes du patrimoine. On a fait l'expérience à la Cité du cinéma. C'est un sujet et des images de Camille Jaïr. Alors là, on est finalement au cœur des studios de cinéma à Paris. La Cité du cinéma est tout près, mais c'est 2 entités différentes, c'est ça ? Exactement. Donc en fait, la Cité du cinéma, c'est un ensemble où on fabrique le cinéma. On en a l'exemple ici. Là. Vous avez combien de studios ? 9 studios. Et là, on ne peut pas y aller parce que ça bosse. Alors là, on ne peut pas y aller parce que ça bosse. Et si jamais on y va, ils vont nous sauter dessus parce que c'est très secret. On évite alors. On évite. Silence, ça tourne. On évite. On va par là, c'est ça ? Exactement. Elle est très impressionnante cette nef. Hein. Elle est impressionnante, 210 mètres de longueur. D'accord. Pour vous donner un ordre d'idée, la grande halle de la Villette, dont on pense que c'est la plus grande. On y a passé du temps pendant les JO, dans la grande halle de la Villette. C'est 240 mètres. Ah d'accord, ok. Donc on est en effet sur le même ordre de grandeur. Le même ordre de grandeur. Cette nef est un peu moins large, mais on est sur le même ordre de grandeur. Et donc le public pourra, à l'occasion des Journées du patrimoine, passer par le chemin qu'on est en train de pratiquer et entrer dans la nef, c'est ça ? Exactement. On y va ? On y va. On y va. Je reconnais les anneaux olympiques. Alors c'est un tout petit peu différent des anneaux olympiques puisque ce sont les agrès qui ont servi à la cérémonie de clôture au Stade de France. Donc ces fameux anneaux qui sortaient de la Seine sur lesquels évoluaient les gymnastes, dont la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les gymnastes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
Donc on a eu la chance de pouvoir récupérer ces objets et aujourd'hui de marquer un peu l'histoire olympique, passé olympique de cette cité du cinéma, puisqu'il faut rappeler, vous évoquez la Grande Halle où vous avez passé du temps, mais les athlètes ont passé beaucoup de temps ici. Au village. Ici, c'était la cantine du village olympique. Ils déjeunaient à 13 000 tous les jours et ils dînaient à 13 000 tous les jours ici. Donc maintenant, les Jeux Olympiques font partie intégrante de l'histoire de la cité du cinéma. Exactement. C'est un site, alors pas sportif, mais ça fait partie des sites olympiques. Un site qui est aussi, on avance peut-être un peu, qui est un site patrimonial? Alors qui est un site éminemment patrimonial puisqu'il a plus d'1 siècle d'existence et que ici c'était l'endroit où ce qui est devenu la compagnie SPI, donc le baron Empain, avait construit une centrale électrique qui permettait d'alimenter la ligne 13 du métro et une partie du nord, de Paris. Et on produisait 24 MW d'électricité. Et cet ensemble, assez incroyable, a été construit en moins de 2 ans, en circuit court, puisque en 2 ans, il fallait imaginer les choses en circuit court. Et donc l'ensemble des aciers provenaient des halles Babcock, qui se trouvent à la Courneuve, juste à côté, de manière à ce que ça puisse être très accéléré. Alors, il y a une petite anecdote, vestiges, non? Et il reste des vestiges. Et il y a une petite anecdote qui est intéressante, c'est qu'en fait, la construction soudaine de cette centrale électrique est surtout liée au fait que la compagnie donc, du baron Empain, qui est devenu le groupe SPI, avait gagné la construction du métro parisien, donc la ligne 13. Okay. Sauf que, alors c'était pas une mairie à l'époque, mais la ville de Paris avait oublié de préciser qu'il n'y avait pas l'énergie pour alimenter le métro. Donc il a dû construire une centrale électrique. À dessein, d'accord, génial. Ok, tout s'explique. Voilà. Et donc on commence à découvrir un certain nombre de vestiges. Il y a une horloge, moi, qui cette horloge qui était l'horloge en fait qui permettait à l'ensemble des gens, il y avait beaucoup de monde hein, qui travaillait ici jusque dans les années 50. C'était l'horloge centrale qui permettait à tout un chacun d'aller pointer voilà, quand il était temps de relever. Donc elle n'est pas que là pour le beau, elle est là finalement pour l'utilité et voilà. Elle rend compte finalement de cette fourmilière qui était exactement. Ici. Alors là, c'est le fameux vestige dont vous nous parliez. Exactement, donc il y avait 4 turbines, il y en a eu jusqu'à 8 sur le site. D'accord. Il y avait 4 turbines qui étaient installées dans la nef. Le charbon arrivait par la Seine, était déchargé sur une autre partie qui fait partie de la rénovation actuelle que nous menons, qui est en bas à gauche. Et ensuite, les ponts roulants, autres vestiges que vous voyez au fond, vers lesquels on aura un peu plus de mal à aller, parce qu'on n'a pas vous êtes en travaux. A amené le charbon au-dessus des turbines, c'était le charbon malheureusement à l'époque, et l'énergie était produite. Voilà. Et cette turbine, comme d'ailleurs cet ensemble, elle a plusieurs vies puisque désormais le collectif Graffart… oui, on imagine qu'elle n'était pas comme ça à l'époque. Certains s'en sont emparés et en ont fait un objet d'art. Voilà, exactement. C'est magnifique. Alors oui, on peut peut-être préciser pourquoi il y a du bruit. En effet, il y a des travaux et puis il y a quelque chose qui se met en place, le lieu vie. Voilà, le lieu vie. La vocation de la Cité du Cinéma, c'est toujours de rester un ensemble professionnel, on l'a vu, voilà, qui les lui studios sera qui sont confidentiel. Juste là, oui. Il ne faut pas oublier que en dessous de nous, on a 10 000 m² aussi d'ateliers, peut-être qu'on ira voir quelque chose de studios de post-prod, etc. Et puis cette Cité du Cinéma, ce qu'on veut, c'est qu'elle, comme d'ailleurs toute la place, tout le village olympique et l'ensemble du village olympique, deviennent une destination pour le grand public. Donc on va imaginer un certain nombre de dispositifs autour de la musique, autour du cinéma bien évidemment. Et premier exemple, qui est en fait le deuxième, puisqu'on a déjà organisé un événement autour de la danse au mois de juin, mais demain soir, grande soirée disco électro. Génial. Enfin, disco house, très exactement. Vous nous emmenez où maintenant? Alors je vous emmène visiter notre salle de cinéma. Ah oui, on est quand même à la Cité du Cinéma, salle de cinéma oblige. Salle de cinéma. On vous suit. Ah oui. Voilà. Mais bien. Et si je vous passe devant, vous ne vous levez pas. Ah non, vous n'avez même pas besoin de plier les jambes. Non, j'ai basculé mes jambes par… À peine, oui, normalement ça passe tout seul. Ah oui, d'accord, donc on est sur une ergonomie maximale. Maximale. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette salle de ciné? Alors qu'est-ce qui se passe? Donc cette salle de ciné, à partir de mai 2026, va rouvrir pour partie au public. On y aura des projections thématiques. Et en attendant, on a la chance d'accueillir en
en résidence éphémère, alors éphémère sur une durée d'1 an, les 2 compagnies de Benjamin Millepied, dont son initiative philanthropique, le Paris Dance Project, et sa compagnie de danse qui s'appelle Grace. Donc c'est pour ça qu'ici, oui, il y a une scène. On a une scène, on a plus qu'une scène. On a un tapis de danse installé sur un peu plus de 150 mètres carrés. Vous nous faites une démo? Moi, je ne sais pas danser. Je plaisante. Mais c'est vrai que c'est atypique dans cette salle de cinéma qui comporte tous les codes finalement de ce à quoi on est habitué, en plus confortable bien sûr, de découvrir finalement ce tapis de danse et cet espace qui est utilisé par les danseurs. C'est une des idées de tout ce qu'on veut faire avec cette cité du cinéma, c'est la rendre un peu modulaire, un peu exceptionnelle. Pour vous donner 2-3 codes sur cette salle de cinéma, elle dispose de 430 places assises, un écran de 17 mètres de large, ce qui est assez, et de 8 mètres de haut, donc c'est assez hors norme. J'imagine qu'au niveau de la technologie, tout est pensé Dernière génération, donc projecteur 4K, 35K, à tête laser, son THX bien évidemment, et niveau d'insonorisation et tout ce qu'on peut imaginer maximal. Donc l'idée demain, c'est pour les Parisiens et les Franciliens de venir assister à des projections dans ces fauteuils, dans une logique... Des projections dont je dirais que ce sont des projections augmentées, puisque traditionnellement, lorsque vous allez dans un multiplex, je ne suis pas sûr que vous traversiez une nef de 180 mètres, enfin 200 mètres de long. Ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de l'expérience. Et on y adjoindra un certain nombre de choses qui vont augmenter l'expérience juste de la projection. Génial. Bon, on a quand même une petite frustration. Mais je crois que vous allez y remédier. Oui. On vous suit? On y va. C'est dans ce type d'endroit, incroyable, appelé auditorium, que l'on travaille sur le montage de la musique. Alors pas que le montage, parce que c'est de l'enregistrement aussi également. Donc vous avez le chevalet ici. Globalement, vous avez à peu près tout ce que l'on trouve dans un studio d'enregistrement musique. En fait, on a à peu près le même genre. C'est incroyable. Le même genre de console. Ça me terrifie tous ces boutons. Je m'en mêlerai les pinceaux, j'en suis persuadée. C'est un vrai métier, hein. Ça s'invente pas. C'est un vrai métier. Et ce canapé très confortable, à quoi il sert? Et ce canapé très confortable, eh bien, en fait, le réalisateur, on va jouer les réalisateurs. J'imagine très bien, voilà. Je vous en prie. Le réalisateur s'installe ici. Alors, en général, les images qui passent ont déjà été ce que l'on appelle dérushées et pré-montées. D'accord. Donc, il y a déjà eu un travail sur l'image. Oui, tous les raccords ont été faits. Et là, on déroule les séquences du film et le réalisateur cale la musique sur les images. C'est génial. Ah oui, là, on y est vraiment. Ça me donne très envie de regarder un film. Je vais retourner dans la salle de ciné, je crois. Merci de nous avoir permis de faire cette visite et de découvrir et ce lieu de patrimoine et ce lieu qui va devenir un lieu qui va être ouvert au public, je crois, dans le deuxième trimestre 2026. Mai 2026. On va pouvoir finalement toucher du doigt ce qu'est la Cité du cinéma et puis tous ces arts que vous allez mettre à l'honneur. On est ravis. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Et toutes ces découvertes, toutes ces beautés nous donnent envie finalement d'être partie prenante du financement du patrimoine et je crois qu'il y a des actions très concrètes qui sont menées. Oui, alors ça c'est très important pour nous d'aller de journées européennes du patrimoine où on visite et on découvre, ce qui est déjà formidable, à des journées où on s'implique. C'est-à-dire que les publics deviennent conscients que pour entretenir, restaurer, faire évoluer les lieux patrimoniaux, eh bien, il faut de l'argent, il faut des moyens. Ça, c'est une forme de mécénat populaire? Exactement. Il peut y avoir le loto, mais on donne pour le loto et c'est formidable, c'est attribué à des projets. Mais on peut être encore plus concret. Par exemple, le potager du roi. Ça, c'est un projet qu'on a dans les Yvelines, à Versailles. Et c'est un projet qu'on appelle patrimoine naturel et biodiversité, puisque là, il ne s'agit pas de reconstruire un bâtiment, il s'agit de remplacer des arbres fruitiers, de transformer des arbres, un espace, un potager, avec des nouvelles espèces, mieux adaptées au changement climatique, etc. Alors les porteurs du projet sont très enthousiastes. Ils parlent de chantier du siècle. Ce qui est vrai, c'est que ça va durer au moins 10 ans. Parce que changer des arbres et les regarder pousser et voir comment ça se passe, c'est des choses qui prennent du temps. C'est pas en 5 minutes. Et donc là, si vous donnez pour ce projet-là plus de 500 €, ce qui est très significatif, mais on espère avoir beaucoup de donateurs, vous pourrez avoir le parrainage d'un arbre fruitier et vous aurez un certificat et peut-être même une petite plaque avec votre nom ou quelque chose à côté de l'arbre. Et là, on voit tout le sens que ça prend, puisque c'est un engagement pour l'environnement, pour le patrimoine et derrière un lien du cœur, puisqu'on a finalement... personnel avec une reconnaissance visible.
Merci beaucoup Catherine Tissot-Coll de nous avoir fait vivre ce patrimoine sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. On vous retrouvera, je suis sûre, dans une prochaine émission pour continuer à en parler. Et on passe tout de suite à la chronique gastronomique de Laurent Saloche. C'est parti. Tous les jeudis, on se régale avec Laurent Saloche dans C'est tout bon. Je rappelle quand même que vous êtes rédactrice en chef art de vivre pour le Figaro Magazine. Je ne le dis plus puisque vous faites tellement partie de la famille que j'oublie une fois sur deux. Cette semaine, vous nous invitez à quitter nos repères et nos habitudes. On part à la découverte de cuisine étrangère mais qu'on connaît peu ou pas du tout et qui ont su trouver la bonne formule ou pas encore pour séduire une clientèle qui n'a pas forcément une curiosité culinaire de globe-trotter. Finalement, l'idée, c'est de se dire, on va découvrir des choses et ça va nous plaire. On ose. On ose. Et on est de plus en plus enclin, en fait, à découvrir ces cuisines étrangères parce que je ne vais pas vous parler de la cuisine italienne, très connue, asiatique, vietnamienne, chinoise, vous connaissez ça par cœur. En revanche, ce qui commence à pointer le bout de son nez, notamment dans la capitale, c'est la cuisine du Moyen-Orient. Si je vous dis Yotam Ottolenghi, vous allez me dire... vous allez me dire, chef anglo-égyptien, pas anglo-égyptien, anglo-israélien, et il vend 800 000 livres par an en France. J'en ai un chez moi. C'est énorme, et franchement c'est délicieux, c'est facile à faire, c'est original, on adore. Alan Geham, chef libanais étoilé, qui a sa table près de la place Victor Hugo, et puis qui a aussi le Casti, qui est un petit bistrot plus typiquement libanais. Autre chef sur lequel je veux attirer votre attention, c'est Omar Diab. Omar Diab, il a sa table lui aussi gastronomique et il a créé il y a quelques mois un bistrot égyptien parce qu'il est d'origine à la fois tunisienne par son père et égyptienne par sa mère. Oh. Et il a eu envie de revenir à cette cuisine d'enfance, en fait, d'instinct, qui l'a bercé pendant de nombreuses années. Et il a donc créé ce restaurant qui s'appelle Elbi. Elbi, c'est un endroit assez insolite, je dois dire. Parce qu'en fait, quand on pense cuisine orientale, moyenne-orientale, on se dit il y a peut-être des curseurs qui vont nous rappeler l'origine de cette cuisine. Là, on est dans un univers très atypique. C'est un brin rigide. Hein, on a des comptoirs. Le comptoir est en bois. Voilà, c'est du zinc. Les assises sont raides. Moi, ça pique quand même ma curiosité. Sont raides. Donc, on est vraiment dans un environnement presque chirurgical, ce qui n'est pas du tout le cas de cette cuisine, qui est une cuisine généreuse, un chef souriant, convivial, c'est un pur régal. On est dans une forme de bistronomisation en fait de ces cuisines étrangères et c'est un phénomène un petit peu nouveau. Qu'est-ce qu'on y mange de tout à fait original? Alors de tout à fait original, c'est le principe des petites assiettes. Donc ce que je vous propose, moi, c'est de vous laisser faire par les chefs qui sont devant vous, parce que vous pouvez dîner au comptoir. Génial. Je vous le conseille, c'est ce qu'il y a de plus sympa. La cuisine est immense, ils sont hyper disponibles, ça tchatche, la relation est très facile à établir avec eux. Vous vous laissez guider, ça c'est le mieux. Mais vous pouvez par exemple essayer. La carte se compose de 5 points différents de cuisson. Et c'est ça qui est amusant, c'est pas une carte classique. Vous avez 5 types de cuisson. Il y a la température, la vapeur, le frit, le rôti, le grillé. Donc vous avez comme ça des petites sections sur la carte et puis vous allez piocher et vous amuser. Par exemple pour le frit, vous avez une feuille de vigne qui est en tempura, hyper légère. Moi, je n'ai jamais dégusté ce genre de cuisine-là. Vous avez un œuf beurette, qui est un jeu de mots, évidemment, qui est un œuf parfait, mais avec un jus de couscous ou de merguez, ça dépend. Avec la petite feuille de vigne, vous avez un condiment pois chiche. Ce sont des saveurs qu'on commence à bien connaître quand même. Elles se familiarisent. Donc le palais a eu le temps aussi de s'y habituer. Oui, on a le temps de s'habituer à toutes ces saveurs. Alors, vous allez me dire, quoi d'autre encore? Il y a un poulet à la corette, qui est une épice vraiment intéressante, qui est entre le fenouil et l'estragon. Et l'oseille et l'épinard, je me trompe dans les herbes. Et puis, vous allez aller comme ça jusqu'au dessert. Et là, ça continue. Parce que ça va continuer. Et alors, vous allez me dire, mais on a bien dîné, etc. Le dîner est très sympa d'ailleurs. Et alors, vous allez craquer. Parce que moi, j'avais déjà, de façon très gourmande, testé beaucoup de choses. C'est un riolet, non? C'est un riolet façon Omar Diab. Donc, vous avez un riolet qui est fait... pas très très différent quand même d'une autre, hein. C'est du lait, etc. Mais il y a vous voyez ces petits fils de Kilkadaïf qu'on connaît bien maintenant avec le. Ouais. Et puis alors il y a des noisettes. Enfin il y a des dattes. La recette change de temps en temps. Franchement, vous allez vous régaler. Même si vous n'avez plus faim, vous allez apprécier ce dessert. C'est vraiment un coup de cœur cet endroit. C'est convivial, c'est sympathique. Si je devais vous convaincre et que vous aimez un petit peu le vin, eh bien vous avez 600 références de vin. Donc autant vous dire que. Alors, c'est pas toujours hyper léger, mais on s'en fiche parce que c'est bon. Parce que ça fait du bien. Bon et vous avez l'œil qui brille, donc je vous fais confiance. On consomme évidemment l'alcool
avec modération. Si moi je me mets en cuisine, Laurent, c'est que j'ai envie d'apporter cette touche orientale à l'un de mes plats. Qu'est-ce que vous me conseillez, sans tomber dans la caricature? Un petit peu la caricature, j'avais envie de vous parler de 2 épices qu'on retrouve quand même maintenant très très souvent dans la cuisine, même la cuisine française quand elle est un peu twistée. Le premier, c'est le za'atar, qui est un mélange de sésame, thym, sumac, qui est excellent à mettre sur un fromage frais par exemple. Ouais. Et puis alors, je vous parlais du sumac, et ça c'est un autre mélange d'épices qui est très agréable, qui remplaçait un petit peu le vinaigre ou le poivre, qui relevait un petit peu, voilà, c'est l'équivalent, j'allais dire, de ces épices qui sont un peu comme des exhausteurs de goût. Alors c'est un produit qui est très ancien puisque les Romains l'utilisaient déjà. Et vous avez évidemment cette baie qui est broyée, que vous allez retrouver chez tous les commerçants d'épices réputés. Je pense à Olivier Rollinger, il y en a d'autres. Oui. Lui, il le fait venir de Sicile. Mais voilà, c'est un arbuste qui est très intéressant. Alors faites attention, il y a 150 espèces de cet arbuste. Oh. Et il y en a beaucoup de vénémeuses. Donc il faut acheter chez un professionnel. Chez un professionnel, exactement. Là, on change totalement de pays avec une cuisine encore moins connue des Français. C'est la cuisine sri-lankaise et une nouvelle adresse à Paris. Alors là, c'est une vraie surprise pour le coup, parce que moi, on me dit cuisine sri-lankaise, indienne, je me repère à peu près. Sri-lankaise, je ne sais pas du tout du riz, peut-être des épices. Et alors, pour avoir une idée de ce que peut être aujourd'hui la nouvelle cuisine sri-lankaise, vous allez à nouveau aller dans un nouvel endroit. On est dans le 11e arrondissement. Endroit, scène culinaire extrêmement créative, extrêmement ouverte d'esprit. Alors là, ça s'appelle La Joie. Et déjà, j'adore. Donc ça, c'est une promesse qui est tenue. Alors le cadre, encore un peu particulier. On est dans une ancienne boucherie. Ça, c'est très tendance. On conserve l'historique du lieu. Donc vous avez le carrelage, le préfabriqué. Vous essayez sur une banquette qui est un peu raide, mais là encore, on s'en fiche. Le menu n'est pas très cher au déjeuner, on est autour de 22 €. Et on découvre cette cuisine qui est préparée par Minod Dilaksan, j'espère que je ne dis pas mal son nom et son prénom, et là, qui est un chef sri-lankais. Et là, vraiment, c'est tout à fait intéressant parce que ce qui est je trouve judicieux dans la façon d'interpréter les cuisines de ces pays, c'est de trouver les passerelles avec la cuisine française et donc d'aider des gens qui n'auraient pas l'habitude de ces saveurs un peu étrangères, à les embarquer, totalement inconnues. Oui, ça nous emballe complètement. Est-ce qu'il y a un plat traditionnel à découvrir absolument? Alors moi, j'ai beaucoup aimé le Egg Hopper. Okay. Alors ce n'est pas l'artiste américain Hooper qui était plus sur le fast-food, mais on est un peu sur la street food. Exactement, c'est-à-dire que c'est une crêpe, alors qui est conçu dans un poêlon en forme de cul de poule, quoi, vraiment. Et alors, c'est une farine de riz qui est cuite avec une façon de le faire. Alors, très important, la température du poêlon, le coup de main, etc. C'est un peu comme nos crêpes à nous. Pour qu'il y ait une jolie dentelle, on y met un œuf au plat, qui va se libérer et on va l'accompagner d'oignons caramélisés avec la noix de coco qui était torréfiée, avec tout ça, un mélange d'épices. Ça a l'air tellement confortable. C'est absolument délicieux. Ça a l'air incroyable. Facile d'accès. J'insiste là-dessus parce que j'ai vraiment envie que les gens qui soient des plus frileux aient envie d'aller tester. Et avec ce plat, on ne peut pas se tromper. Dernière adresse, on revient en Europe pour découvrir la cuisine des Dolomites chez Chiasamia. Oui, c'est pas nouveau, mais alors là, on est complètement dépaysé. Aussi, ça marche. Alors aujourd'hui, il fait beau, donc c'est peut-être pas l'endroit dont vous allez rêver là tout de suite, mais les frimas vont arriver. On est à la Montagne Sainte-Geneviève, près du Panthéon, et alors dans un endroit totalement insolite. On est dans un chalet. On est chez Samuel Mochi et Francesca, son épouse, qui vous reçoit en tenue traditionnelle. On est vers le Tyrol. Génial. Et alors, c'est vraiment très, très surprenant. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure parce que moi, j'y suis allée au mois de mai. Je voulais savoir un petit peu ce que je pouvais citer comme plat qu'il avait à la carte actuellement. Il m'a simplement dit, écoutez, je change tout le temps. Je n'ai pas véritablement de best-seller. Je change, j'improvise. C'est une cuisine entre l'Autriche, l'Italie. Vous pouvez prendre un spritz si vous voulez vous rassurer au début. Merci. Puis après, vous allez tranquillou. Vous avez un trompe-l'œil qui est un œuf qui est rempli d'une sauce d'un bouillon au moule. Ça, c'est un exemple tout à fait étonnant. Génial. Vous avez un dessert comme ça avec un fromage, des petits épis de blé. C'est absolument détonnant. Et surtout, ils sont tellement charmants. J'insiste sur le fait que quand on est reçu... Ça a l'air très convivial. Quand on est reçu comme ça, alors là, vous voyagez totalement, et y compris dans l'assiette. C'est une belle adresse aussi. On termine avec l'art de la table. On regarde là encore vers des artisans dont on connaît mal le talent. C'est à la Maison de Commerce à Paris, une sélection d'objets réalisés, eux, en Roumanie. Roumanie. Alors la Roumanie, moi je connaissais un tout petit peu la vannerie, parce qu'ils ont une tradition sur le panier en osier. Et j'ai découvert à la Maison de Commerce un artisanat que j'ignorais en ce qui concerne la céramique, qui est de Oretsu.
Et Auretou, c'est un petit village où alors, on travaille la poterie. Elle est très très réputée. Hein. Ça a été inscrit en 2012 au patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. Et alors, c'est fait. Les hommes se chargent de la terre. Ils la découpent, ils la recherchent, ils font sur le tour la forme. Puis ensuite, ce sont les femmes qui décorent ces assiettes avec des instruments très anciens qui sont une corne de bœuf évidée avec une petite plume d'oie. Et tout ça est fait à la main. C'est généralement donc un couple qui signe ces assiettes. Vous allez retrouver leur signature à l'arrière de cette pièce qui est vraiment une jolie pièce, dans des prix qui sont, je trouve, à peu près raisonnables. C'est des assiettes décoratives. On est autour de 30 € jusqu'à 70 pour les gros plats. Et ça n'a pas de prix, hein, cet artisanat magnifique. Mais c'est rare, voilà, c'est de la pièce unique. Et l'avantage d'aller à la maison de commerce sans leur faire de la publicité, c'est que vous avez l'authenticité de leur sélection. Parce que quand on va en Roumanie, dans ce village très très réputé, j'ai appris qu'il y avait beaucoup maintenant de contrefaçons qui étaient made in China. D'accord, donc là on vraiment s'assure l'authenticité de cette jolie assiette. Merci de nous avoir fait voyager sans quitter Paris et on a de très belles propositions pour découvrir le monde à travers notre assiette. Oui. À très bientôt, ma chère Laurence. Et demain, pour retrouver l'excellent Damien Canivet dans Bienvenue en Ile-de-France, moi j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Je vous souhaite une excellente soirée.